Bon, alors bonjour tout le monde. Euh, donc ici, Inch'Allah, on va continuer notre cours sur les systèmes triphasés. Donc la dernière fois, on avait on avait traité le cas des générateurs, d'accord, voilà, des générateurs. Puis après, dans un deuxième lieu, on a travaillé sur les charges. Et on a traité en particulier le cas des charges branchées en étoile. Alors aujourd'hui, on va finir le travail. Donc on va voir le cas de charge branchée en triangle. D'accord? Bien. Alors, voilà. Donc, toujours, donc, c'est le grand 2. Grand 1, rappelez-vous, c'était les générateurs. Donc, grand 1, on avait parlé des générateurs. Dans le grand 2, on va parler des récepteurs. Donc, récepteurs. Et on a déjà traité le cas de branchement étoile. Et un branchement Y. Alors, dans ce petit 2, on va voir le branchement triangulaire pour les récepteurs, ou bien le branchement delta. OK. Alors, on y va. Donc, on a un système triphasé. Donc, 3 phases qui arrivent. Et puis, c'est là qu'on va mettre les charges. Donc, on va prendre 3 charges. La première. Deuxième. Et la troisième. En fait, pardon, dans ce cas, en fait, non, alors je dois faire attention là, parce que là, je suis en train de faire un branchement étoile. Donc, cette fois-ci, il faut faire un branchement, voilà, triangulaire. Donc, pour cela, je vais revenir en arrière. Là, je vais éloigner un petit peu les phases, parce que cette fois-ci, les charges vont être branchées entre les phases. Voilà. Donc, dans le branchement triangulaire, voilà comment est-ce qu'il faut mettre les charges. Donc, c'est entre les différentes phases. Donc, entre L1 et L2, par exemple. Donc, je vais d'abord nommer les phases. Donc, on a la phase L1, L2, L3. D'accord? Et voilà. Donc, quelque chose de très intéressant qu'il faut quand même signaler, c'est que dans le cas d'un branchement triangulaire, il n'y a pas de neutre. D'accord? On n'a pas de neutre. Donc, voilà. C'est quelque chose de principal. Bien. Puis, maintenant, donc ici, la première, donc c'est entre L1 et L2. La deuxième, c'est entre L2 et L3. Maintenant, je vais brancher la dernière, qui serait entre L1 et L3. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le branchement triangulaire. Bon, alors je vais revenir pour finir le travail. Donc, en fait, ok, je vais effacer ça. Ok.
va à la première. Okay. Après, pour la troisième charge. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini le travail. Je vais juste refaire cette partie. Ok, c'est bon. Donc, ok, maintenant on y va. Donc ici on a Z1, si on veut. On peut l'appeler Z1,2. D'accord? Celle qui est branchée entre la phase 1 et la phase 2. Là, nous avons Z1, Z2, 3. Ici, nous avons quoi? Nous avons Z 1, 3. Okay? Et puis, n'oubliez pas, donc nous avons 10 courants de ligne. Nous avons I1, nous avons I2, et voilà I3. Ça, c'est les courants de ligne. OK? Et sans oublier, bien sûr, les tensions. Alors, les tensions, OK, ici, on a la tension. Ce sont des tensions composées, d'accord? Ici, entre les phases, on a des tensions composées. Donc, ici, on a la première tension. Voilà, la deuxième tension. Et voilà la dernière. Donc, faites attention au sens. C'est là, elle doit descendre pour fermer le triangle. Très bien. Alors, je vais les nommer. Donc, voilà. Alors, ici, on a la tension U2, 3. Ici, c'est la tension U1, 2. Et là, vous avez la tension U3, 1. D'accord? OK. Donc, ici, comme vous le constatez, donc déjà une remarque. Ici, on n'a que les tensions composées. On voit que les tensions composées, on ne voit pas les tensions simples. D'accord? Ici, on ne peut pas voir les tensions simples. Donc, ça, c'est déjà une première remarque. Mais la remarque la plus importante, en fait, c'est pas ça, ça concerne les courants. Alors, vous pouvez remarquer ici, donc le courant I1, donc il va arriver sur ce nœud-là. Alors, lorsqu'il va arriver sur le nœud, bien sûr, il va être réparti en deux. Donc, c'est pour ça que, voilà, en deux courants. Donc, ici, en fait, normalement, j'ai intérêt à prendre le courant dans le même sens, donc il doit tourner le même sens. Okay. Ici. Donc, pourquoi les courants en fait, les courants ils doivent former une boucle. C'est ça ce que je cherche à avoir, un petit peu comme pour les tensions. C'est pareil pour les tensions. Donc, pour qu'ils forment une boucle, donc ce courant ici, je vais le prendre dans ce sens. Et puis, voilà. Et voilà, donc, vous voyez, donc, ça forme une boucle fermée. Donc, ici, n'oubliez pas, vous avez le point, ici, c'est le point 3. D'accord? Ici, c'est la phase numéro 2. Et là, vous avez la phase numéro 1. D'accord? Alors, ce courant-là, je vais le noter J. D'accord? J quoi? 3, 1. OK? Ce courant-là, je vais l'appeler J, 1, 2. Et là, nous avons J, 2, 3. D'accord? Très bien. Donc ici, les charges ne sont pas traversées par les courants de ligne, mais plutôt par
les courants de phase. Hein, on les appelle les courants de phase. Donc, voilà. Donc, rappelez-vous, on a IK, c'est les courants de ligne. Et puis, maintenant, on a JIJ, par exemple. JIK, c'est les courants de phase. Voilà, les courants de phase. Eh bien, ce qu'il faut noter, donc c'est quelque chose qu'on va démontrer dans le cours Inch'Allah. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une relation entre ces deux-là. Et la relation est la suivante, c'est qu'on a IK, I d'une manière générale. Alors, justement, avant de faire ça, en fait, on doit admettre un truc, c'est que, une remarque, en fait, si vous voulez. Alors, pour un système de charge, bien un système triphasé, je vais juste écrire ST, pour un système triphasé équilibré, on a quoi? On a ZK, Z1 est égal à Z2 est égal à Z3 est égal à Z, ok? Donc est égal à Z. Donc on a ça. Alors, si les Z sont pareils, ce qui signifie tout simplement que nous avons quoi? Nous avons I1, valeur efficace est égale à la valeur efficace de I2 est égale à la valeur efficace de I3, qu'on va noter tout simplement I. D'accord? De même, ça implique, en fait, ça implique deux choses. Et puis, on a J3,1, valeur efficace, c'est égal aussi à la valeur efficace de J1,2. Mais faites attention, tout ça, en fait, c'est pour un système triphasé équilibré. D'accord? Sinon, tous les courants, toutes les intensités seront différentes. Et c'est égal à J de 3. Donc, toutes les J sont identiques, en fait. Alors, dans ces conditions, on a une relation entre I et J. Nous avons une relation simple entre I et J. C'est quelque chose qu'on va démontrer en TD. Voilà, on va voir en TD, en fait. Et le lien, c'est quoi? C'est que le I, c'est égal à racine 3 fois J. C'est quelque chose qu'on va démontrer. Pas aujourd'hui, mais en tout cas, on va le faire prochainement en cours. Alors, voilà. Donc, c'est un truc qu'on va devoir encadrer parce que c'est très important. Très bien. Donc, les courants de ligne, c'est racine 3 fois les courants de phase. Et rappelez-vous une formule similaire à celle-là, c'est le lien entre les tensions croisées et les tensions simples. Donc, vous avez la même chose. Donc, vous avez celle-là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Voilà. C'est bon, parfait. On est là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc ce qui est intéressant, bien sûr, dans tout le travail, en fait, c'est de déterminer les puissances consommées par les récepteurs. Donc, ici, on va chercher la puissance consommée par les récepteurs. Donc, toutes sortes de puissances. Donc, voilà, on y va. Alors, donc, pour les puissances, en fait, avant de parler de ces puissances, donc, je dois quand même ajouter une autre remarque donc, pour un système équilibré. Alors, une deuxième remarque ici, c'est que cette fois-ci, la tension au bord des charges, ce sont les tensions composées. D'accord? Au bord des charges, on trouve des tensions composées. Par contre, dans le système Y, c'était les tensions simples qui se trouvent au bord des différentes charges.
Donc, voilà, en fait, c'est complètement le posé. Hein? Donc, ici, c'est le complémentaire. Euh, donc, dans le système Y, alors, donc je dois peut-être écrire ça. Donc, il y a le système Y et il y a le système delta. OK. On va parler des tensions et des courants. OK. Bien. Alors, dans le système Y, les charges sont traversées par les courants. Voilà. Les charges sont traversées par les courants IK. Okay. Les charges sont traversées par les courants IK. Et soumises aux tensions simples VK. D'accord. Donc, au bord de chaque charge, il y a IK qui passe et on trouve tension simple VK. Par contre, dans le système delta, donc, ce sont les JIJ, ce sont les courants JIJ, courants de phase qui traversent les charges. Et ce sont les tensions composées, UIJ, qu'on trouve au bord de chaque récepteur. Donc, c'est très simple, donc on peut le retenir facilement, donc juste avec les symboles ici. Donc, vous voyez EK, PK, puis vous avez GIJ, UIJ. Okay. Donc, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment d'important à ne pas oublier. Bien, donc, je vais encadrer ça. Voilà. Pour chaque système, en fait, pour le delta, pour le Y. Très bien. Ok, alors maintenant qu'on a identifié les intensités et les tensions au bord des trois charges, maintenant c'est possible de déterminer les puissances consommées par chaque charge. Parce que rappelez-vous, pour déterminer la puissance, on a besoin du courant et on a également besoin des tensions. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord préciser quels sont les courants et quelles sont les tensions de chaque charge. Bien. Alors, allons-y, parlons des puissances. Donc, à quoi est égale la puissance P1? D'accord? À la puissance active, pour commencer. Et à quoi est égale la puissance réactive Q1? Alors, la puissance active Q1, donc, c'est quoi? Eh bien, c'est égal à la tension. C'est égal à U. Donc, c'est même pas... bon, c'est égal à U12, pardon, fois J12. Fois quoi? Fois cosinus. Phi 1,2. D'accord? Rappelez-vous, phi ij, en fait, c'est l'argument de z ij. Donc, c'est l'argument de z ij. Donc, phi 1,2, c'est l'argument de z 1,2. Ok, parce qu'en fait, z ij, c'est égal au module z ij exponentielle j phi ij. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a dit que le phi ij ici, c'est l'argument. Donc, voilà, je vais en fait écrire ça. Donc, ici, c'est l'argument. Par contre, là, c'est le module. Donc, ici, vous avez... voilà, donc... donc, phi ij, ça représente l'argument de zij. Par contre, le zij, donc ici, c'est le module. Maintenant, Q1, tu n'as qu'à remplacer le cosinus par un sinus. Donc, c'est U12
J12 sinus J12. Même chose, bien sûr, avec les autres charges. Donc, on a P2, Q2, P3, P3. Alors, pour P2 c'est celui-là. D'accord, donc, OK. Alors, je vais noter, ça c'est 1. Et lui, c'est 2. Et l'autre, c'est 3. Donc, pour P2, c'est donc, on a U de 3, J de 3, fois cosinus phi de 3. D'accord? Ici, la même chose, donc U de 3, J de 3, sinus I de 3. Ok, je continue. Ici, c'est la tension de 3, J3, fois cosinus phi 3, puis une chose, J3, cosinus phi 3. Ok, maintenant, encore la même remarque que celle qu'on a déjà faite pour ce qui est du système étoile, avec ces différents arguments ici, on ne peut pas parler du facteur de puissance et on ne peut pas non plus parler de la puissance apparente. C'est-à-dire, on ne va pas parler du triangle de puissance, si vous voulez. Donc, pour vraiment avoir le droit de faire ça, il faut travailler sur le système particulier, voilà, un système triphasé, équilibré, bien sûr, le cas d'un système triphasé équilibré. Donc, pour un système triphasé équilibré, bien sûr, vous avez quoi? Vous avez toutes les tensions sont égales et vous avez tous les courants sont aussi égales. D'accord? On a déjà écrit en fait. Donc, on a quoi? On a P, K, ça peut être 1, 2, 3. C'est égal à U, I, cosinus, phi. Donc, c'est indépendant. C'est indépendant même de K. C'est indépendant de K. Tu peux prendre 1 ou 2, 3. Franchement, ça n'a pas d'importance. La même chose avec Q indice K. Donc, c'est U, I, sinus phi. Bien sûr, en ce moment, vous avez le droit donc, de parler de la puissance apparente. Et puis, Pk, donc c'est ça, et Q indice K, c'est égal à ça. Alors maintenant, bien sûr, je peux maintenant déterminer la puissance totale, donc c'est la somme de P indice K, d'accord, avec K égale à 1 jusqu'à 3, d'accord. Et ça, c'est, on peut factoriser par Pk, on peut la sortir à l'extérieur du sigma dans ces conditions, puisque c'est une constante. Donc, c'est égal à UI, cosinus phi, sigma, I égale à 1 jusqu'à 3. Et ce qui reste, il reste 1. D'accord. Il reste 1 à l'intérieur, donc on a finalement P, c'est égal à quoi? La somme de 1 jusqu'à 3, donc c'est 3. C'est 3 U, I. Donc ici, je me suis trompé, pardon. Je me suis trompé. C'est pas I. Donc on a J ici. Donc fois J. J. Donc je rectifie là aussi. Ok. Donc IJ. IJ. Ok. Donc 3 UJ cosinus phi. Et puis, je peux continuer pour trouver une expression très similaire à celle qu'on a déjà établie pour le système étoile. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. On verra que la puissance, c'est
il garde la même expression. D'accord? Donc, on n'a qu'une seule expression à retenir, que ce soit pour le système triangulaire ou pour le système étoile. Donc, c'est égal à 3. Donc, U, je vais la garder. Par contre, le J, là, je peux le remplacer par I sur racine 3. Regardez ici, cos phi. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient P, c'est égal à racine 3, U, I, cos phi. C'est exactement la même expression que pour le système triangulaire. Donc, c'est ça le résultat principal qu'il faut garder dans l'esprit. Voilà, c'est quelque chose à ne jamais oublier. Voilà. Ok, alors je vais l'encadrer. Comme ça, pour vous rappeler, c'est un résultat principal. C'est quelque chose de général, donc qui est indépendant. C'est indépendant de la nature. Donc, vous avez branché votre système de charge. Donc, une fois on a P, bien sûr, on pourra maintenant directement trouver Q, donc c'est racine 3, U, I, sin phi. Mais en même temps, vous avez S égale à racine 3, U fois I. Donc, ceci est les expressions des différentes puissances. Et bien sûr, vous avez aussi, n'oubliez pas que vous avez le triangle ici de puissance, d'accord? Triangle de puissance. Voilà. Donc, dans ce triangle de puissance, vous avez on va devoir identifier les différentes puissances qui sont là. Donc ici, c'est P, hein, c'est la puissance active. Là, vous avez en face, vous avez Q. Ici, c'est S. D'accord? Là, vous avez l'angle phi. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi parler du facteur de puissance. Et le facteur de puissance, en fait, c'est cos phi. D'accord? Donc, cos phi, ça veut dire c'est P sur S. Bien. Et bien sûr, vous pouvez aussi utiliser Pythagore. D'accord? Donc, Pythagore, donc S est égal à racine Q carré plus P carré. Très bien. Alors, je pense qu'on vient de finir en fait ce deuxième chapitre donc, sur les systèmes triphasés. Maintenant, si vous le permettez, on va passer à un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, ça serait sur les transformateurs. D'accord? Les transformateurs. Alors, c'est très important d'en parler parce que les transformateurs, en fait, comme vous le savez, donc l'électricité, avant d'arriver chez nous, à domicile, donc elle a parcouru un certain chemin, d'accord, depuis sa production, le centre de production, donc les centrales thermiques en général, ou bien les centrales hydrauliques, parfois même les centrales nucléaires. Donc, elle a traversé toute une distance avant d'arriver là. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que lorsqu'on transporte cette énergie électrique, donc on la transporte se forme d'une haute tension, vous voyez où? Donc c'est de la haute tension qu'il faut transporter, et non pas de la basse tension. Ce qui arrive chez nous, en fait, c'est la basse tension. C'est entre 230 volts à 400 volts. Mais avant tout ça, donc, elle a passé par un certain nombre d'étapes. Au début, ça a été de la très haute tension, d'accord, à 400 kilovolts en fait. Et puis, petit à petit, on passe de 400 kilovolts à 63 kilovolts. Et puis, de 63 kilovolts, c'est ce qu'on appelle la basse tension, la haute tension, type A. 400 kilovolts, c'est ce qu'on appelle la haute tension, type B, ou bien la très haute tension aussi. Donc, ça part de 400 jusqu'à 400 kilovolts, attention, donc jusqu'à 63 kilovolts. Puis après, on transporte encore les 63 kilovolts sur des distances. Et après, on les transforme encore, une fois de plus,
et on les fait baisser de 63 kV jusqu'à 20 kV. Alors là, on parle de ce qu'on appelle de la tension moyenne, qu'il faut encore transporter sur des distances et qu'il faut également distribuer sur un certain type de client avant de faire une deuxième opération qui consiste à faire passer la tension de 20 kV jusqu'à 400 volts, qui est la basse tension qu'on reçoit chez nous, à domicile ou bien dans les bâtiments. Donc, ces opérations qui consistent à faire baisser la tension pendant son transport, ça se fait à l'aide de ce qu'on appelle des transformateurs. D'accord? Mais il faut faire attention parce que, en fait, un transformateur, il peut faire les deux opérations. Il peut bien baisser la tension comme il peut élever la tension. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de transformateur abaisseur et de transformateur élevateur. D'accord? Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'un transformateur, c'est un élément qui est, du point de vue énergétique, ou bien du point de vue puissance, c'est un élément qui est passif. Donc, s'il baisse la tension, alors ça veut dire forcément que le courant, ça va augmenter, de telle sorte à ce que le produit I fois I, U fois I, reste constant. Donc, lorsqu'on dit un transformateur abaisseur, on parle de la tension, mais pour le courant, attention, elle va élever le courant. Et lorsqu'elle élève la tension, elle doit baisser la tension de telle sorte à ce que doit baisser le courant, pardon, de telle sorte à ce que le produit I fois I reste le temps constant. Donc, c'est ça, parce que, voyez-vous, un transformateur, ce n'est pas un élément actif, il ne peut pas générer de l'électricité, donc il ne peut pas générer de l'énergie. Il ne fait que la transformer, en fait. Il ne fait que la modifier, modifier ses caractéristiques, et non pas la transformer, parce qu'elle ne transforme pas l'énergie, en fait. Parce qu'à l'entrée des transformateurs, on a de l'énergie électrique et ça reste toujours sous forme d'énergie électrique à sa sortie. Mais ce sont les caractéristiques, en fait, de sa tension qui changent. Alors, les caractéristiques, ça veut dire la tension et bien sûr le courant. Okay? Mais la troisième caractéristique qui est la puissance, rappelez-vous, on vient de dire que c'est le grand qui ne change pas. Alors, dans ce nouveau chapitre, en fait, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, un transformateur. Comment est-ce qu'un transformateur arrive à modifier la tension, donc, soit en l'augmentant, soit en la faisant baisser. Alors, comment ça fonctionne et comment ça marche? Et vous allez voir, c'est là qu'on va découvrir, en fait, qu'il y a aussi ce qu'on appelle des circuits magnétiques. Attention, bon, lorsqu'on vous parle de circuit, donc vous pensez automatiquement au circuit électrique, mais en réalité, il y a aussi ce qu'on appelle des circuits magnétiques et c'est là qu'on va les découvrir aujourd'hui. Alors, donc, lorsque je dis un circuit magnétique, ça veut dire, là, je parle bien sûr d'un champ magnétique. D'accord? Je parle d'un champ magnétique. Et voilà. Donc, on va voir en fait qu'il y a un lien étroit entre ce qui est électricité et ce qui est magnétique. Donc, et c'est là qu'on va introduire les lois de Faraday, parce que c'est grâce à Faraday en fait que c'est lui qui a découvert qu'il y a réellement un lien entre l'électricité et le magnétisme. D'accord? Donc, il y a des liens très importants. Et je sais que vous avez déjà vu en fait ce genre de truc, parce que lorsque vous étiez en secondaire, vous avez fait des expériences qui consistent en fait à remarquer que un fil, par exemple, parcouru par un courant électrique, il peut agir sur une aiguille aimantée en créant un champ magnétique. Donc, si vous avez en fait un courant électrique, il est capable de générer un champ magnétique et inversement, un champ magnétique variable, il est également capable de générer un courant électrique, ce qu'on appelle d'ailleurs le phénomène d'induction magnétique. C'est des phénomènes très importants. Et c'est grâce justement à ce phénomène d'induction
que le transformateur, en fait, peut fonctionner. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, que le transformateur ne convertit pas l'énergie. C'est vrai. Au global, il ne le fait pas. Mais, en fait, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que l'énergie électrique qui arrive sur le transformateur est transformée en énergie magnétique. Puis cette énergie magnétique, elle est retransformée en énergie électrique dans ce qu'on appelle le secondaire du transformateur. Donc, dans un transformateur, il y a ce qu'on appelle le primaire, il y a ce qu'on appelle le secondaire. Dans le primaire, donc c'est l'énergie électrique qui est transformée en énergie magnétique, et dans le second, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire, on retrouve l'énergie électrique à la sortie du transformateur. Donc, voilà. Très bien. Alors, voilà, donc c'est ce qu'on va faire à la Barakatullah. Donc, on va commencer ce chapitre sur les transformateurs. Rappelez-vous, c'est quelque chose de très important parce que sans eux, sans transformateur, bien sûr, on peut pas, ça ne peut pas marcher. Hein, ça peut pas marcher. Donc, parce que avec les tensions, très haute tension, donc on ne peut pas utiliser de la très haute tension dans un bâtiment, ça serait trop dangereux pour personne. Et même déjà 400 ou bien 230 volts, c'est déjà dangereux. Donc, vous savez, une personne ne peut pas supporter une tension supérieure à 50 volts. Ça, c'est le maximum, en fait, qu'une personne peut supporter. Donc, c'est ce qu'on appelle la tension limite qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est une tension qui peut décroître en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, c'est dans un milieu sec, c'est vrai, donc la tension limite à ne pas dépasser 50 volts, mais dans des milieux humides, ça descend. À la limite, ça descend jusqu'à 25 volts. Il ne faut pas dépasser 25 volts. Si vous êtes encore dans un milieu mouillé, par exemple dans une salle de bain ou bien dans une cuisine, ça descend encore plus jusqu'à 12 volts. Donc, voyez-vous, c'est trop petit. Donc, la tension, ça devient dangereuse à partir de 12 volts. Ça commence à devenir dangereuse. Alors, qu'en est-il pour 400 volts? Ça, c'est autre chose. Donc, voilà, donc c'est des dangers. OK, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise les transfous tout le temps. Donc, ça permet d'isoler, en fait, d'isoler les circuits qui présentent un danger pour les personnes. D'accord. Bien, donc justement, le premier circuit, c'est ce qu'on appelle celui qui présente le danger avec les 400 volts, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. Alors, l'autre qui ne présente pas de danger, c'est ce qu'on appelle le circuit secondaire des transformateurs. Bien, alors si vous le permettez, donc on va voir le cours, donc on va faire la lecture ici ensemble. Bien, alors voilà, deuxième chapitre. Donc, circuit magnétique, voyez-vous, hein, donc on parle déjà de circuit magnétique et des transformateurs. Très bien. Alors, voilà, donc ce qui se passe, c'est que à l'entrée du transformateur, vous avez un courant qui arrive, d'accord? Vous avez un courant qui arrive. Et puis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dans un transformateur? Dans un transformateur, bon, il y a, en fait, il y a des spires, d'accord? Donc, à l'entrée du transformateur, nous avons quoi? Nous avons des spires. Donc, le courant qui arrive sur le transformateur, il est obligé de traverser un certain nombre de spires. Alors, pourquoi on le fait parcourir un certain nombre de spires? Parce que, en augmentant justement le nombre de spires, c'est comme si on augmente le nombre de circuits, voyez-vous. Donc, chaque spire, en fait, elle est considérée comme étant un circuit. Et chaque circuit peut générer un champ magnétique. Alors maintenant, vous avez plusieurs spires, donc ils peuvent générer un champ magnétique assez intense. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pour obtenir un champ magnétique suffisamment important. Alors, ce champ magnétique-là, c'est lui qui va traverser ce qu'on appelle le circuit magnétique. D'accord? Et sur l'autre côté du circuit magnétique, vous avez un deuxième enrôlement. D'accord? Donc, ici, dans un transformateur, vous avez deux enrôlements. D'accord? Deux bobines. Donc, une bobine à l'entrée, et elle est traversée par le courant à l'entrée du transformateur.
Puis, ce courant-là, ou bien cette bobine-là, parcourue par un courant, elle va générer un champ magnétique qui va traverser un circuit magnétique, d'accord? Parce que le champ magnétique, en fait, bon, alors pour le circuit électrique, il est traversé par un courant électrique, mais le circuit magnétique, lui, il est traversé par un champ magnétique, d'accord? Donc, la bobine, ce qu'on appelle le primaire aussi le transformateur, la bobine, une fois parcourue par un courant incident, donc elle va générer un champ magnétique qui va devoir traverser le circuit magnétique, d'accord? Et puis, de l'autre côté du circuit magnétique, on va placer un deuxième enrôlement. Ce qui se passe, c'est que, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un courant, il peut générer un champ magnétique, mais un champ magnétique peut également générer un courant. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le champ magnétique généré par le premier enrôlement, il va traverser le second enrôlement. Au moment où il va traverser le second enrôlement, c'est là qu'il va générer un courant dans le deuxième enrôlement. Et c'est ça ce qu'on appelle le circuit secondaire. Donc, c'est comme ça que ça marche. Un courant, il génère un champ magnétique. Le champ magnétique, à son tour, il va générer un courant dans le deuxième enrôlement. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de deux enrôlements dans un transformateur. Il doit y avoir deux bobines, d'accord? Et les deux bobines sont connectées par le circuit magnétique. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez un premier circuit électrique, puis un circuit magnétique et un deuxième circuit électrique. Ça veut dire que vous avez deux circuits électriques qui sont connectés par un circuit magnétique. Ça, c'est le transformateur. Très bien. Alors, voilà, donc il y a le I qui va créer un champ magnétique H. D'accord? Un champ magnétique H. Alors, le champ magnétique H, une fois dans le circuit magnétique, il devient un champ magnétique. Il devient une induction plutôt. Donc, H, il se transforme en B. De toute façon, c'est du magnétisme toujours. D'accord? Donc, on peut parler de H, on peut parler de B. De toute façon, le H ici, en fait, il y a un lien déjà. D'accord? Il y a un lien entre les deux. Et puis, le B, il va donner un flux dans le deuxième circuit. D'accord? Donc, il va donner un flux dans le deuxième circuit. Et c'est ce flux-là qui va générer le courant dans le deuxième circuit. Donc, récapitulons. Il y a un courant qui arrive, qui va se transformer en un champ magnétique H. Le champ magnétique, une fois dans le circuit magnétique, on peut aussi parler de l'induction. D'accord? On peut aussi parler de l'induction. Donc, vous avez le droit de parler soit de H, soit B. C'est à peu près la même chose. Donc, vous allez voir, il y a d'ailleurs une relation. Donc, comme vous pouvez la voir ici. D'accord? B, c'est égal à M fois H. Mais c'est une propriété du circuit magnétique. C'est du fer. Donc, c'est quelque chose qui caractérise tout simplement le matériau traversé par le champ magnétique. Donc, voilà, généralement, c'est du fer. C'est un matériau ferromagnétique, en fait. C'est un matériau ferromagnétique qui amplifie en quelque sorte, qui amplifie le champ magnétique dans les circuits. Très bien. Donc, et puis, le champ magnétique, ce champ magnétique, il va devoir traverser le second enrôlement. En traversant le second enrôlement, c'est là qu'il induit un flux à travers cet enrôlement. Et le flux, c'est quoi? C'est B fois S. D'accord? B fois S, c'est quoi S? C'est la section du spire. C'est la section du spire. N'oubliez pas que vous avez en fait plusieurs spires. Donc, normalement, la section, c'est la section d'une seule spire fois le nombre total de spires. Bon, alors tout ça, on va le voir en détail, mais avant, j'aimerais vous montrer quelles sont les relations qui lient les différents paramètres. Donc, initialement, un courant qui se transforme en H. H, ça devient B, puis B, ça devient le flux. Donc, c'est comme ça le processus de transformation d'une grandeur électrique en une grandeur magnétique, c'est ça. Et puis, c'est ce flux-là qui va générer à son tour le deuxième courant. Donc, en fait, je peux continuer ici avec une flèche. Donc, on part d'un courant pour obtenir un courant à la fin de tout ça. Bien sûr, en passant par des grandeurs magnétiques. Voyez-vous, hein, ici, ce sont des grandeurs magnétiques. Vous avez un courant à l'entrée.
et un courant à la sortie. Et ces deux courants sont séparés par des grandeurs magnétiques qui sont le H et le B et le flux. D'accord. Maintenant, on va établir les relations entre les différents paramètres qu'on a ici, les différents grandeurs. Par exemple, la première relation entre I et H, il est là. N fois I est égal à H fois L. Alors, N, c'est le nombre de spires l'enrôlement primaire. I, c'est le courant qui traverse l'enrôlement primaire. H, c'est le champ magnétique généré. Et L, c'est la longueur du circuit magnétique qui va être traversé par le H. D'accord. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vais vous montrer tout ça sur un schéma juste après. Et puis, une fois que vous avez le H, vous pouvez passer à B. B, c'est égal à quoi? À mu fois H. Or, mu, généralement, c'est une constante. Généralement, on peut la considérer comme étant, pour nous, en tout cas, on peut la considérer comme étant une constante pour simplifier. Qui dépend de quoi? Qui dépend du matériau, du circuit magnétique. Et une fois que vous avez le B, on le multiplie par S. Attention, ici, c'est S total. C'est la section des spires du secondaire. Donc, alors attention, ici, on parle nombre de spires primaires, et là, maintenant, on parle du nombre de spires secondaires. Donc, ici, c'est la surface des spires secondaires. Et une fois qu'on a calculé le flux, après, on pourra calculer le courant secondaire. Comment est-ce qu'on va faire? C'est des choses qu'on va voir un peu plus tard, d'accord? Parce qu'il y a des lois qu'il faut appliquer. Ce n'est pas quelque chose de simple pour passer du flux au courant secondaire. Donc là, il y a du travail à faire. Donc, il y a des expressions, donc il y a des lois qui gouvernent cette transformation du champ magnétique en courant. C'est ça le truc maintenant. On va se transformer, on va passer d'un champ magnétique B vers le courant. D'accord. Et là, il faut introduire des lois comme la loi de Faraday. Bien. Alors, je continue. Donc, voilà à quoi ça ressemble. D'accord. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez un courant, okay, qui traverse un enrôlement formé de I spire, comme vous le voyez ici. Alors, le I, il va générer un H. Et le H à quoi est égal, on a dit, c'est une I divisé par L. C'est quoi L? L, c'est la longueur du circuit magnétique. Alors, lui, c'est ce qu'on appelle le circuit magnétique. Ça, c'est du fer. D'accord? C'est un circuit magnétique qui est traversé par un champ magnétique. D'accord? Ici, vous avez un circuit électrique. Et là, on fait le couplage entre le circuit magnétique et le circuit électrique. On les couple. D'accord? On les connecte de telle sorte à ce que l'énergie électrique se transforme en énergie magnétique. D'accord? Donc voilà, après cela, donc voilà, rappelez-vous cette loi. Alors ici, on va introduire ce qu'on appelle, donc un circuit magnétique. On va introduire précisément ce qu'on appelle la réluctance. D'accord? La réluctance. Alors c'est quoi la réluctance? Alors je vais juste voir analogie. D'accord. Donc ici, circuit magnétique homogène, deux points. Okay. Deux points. Notion. Pardon, de réluctance. Notion de réluctance. Alors, c'est quoi cette notion de réluctance en fait? C'est l'équivalente de la résistance pour les circuits électriques. Vous savez, dans les circuits électriques, il y a des résistances. Dans le circuit magnétique, on a des réluctances. Donc ça, c'est une sorte de résistance, mais pour les circuits magnétiques. Alors, donc pour trouver cette réluctance, ce qu'il faut faire, on fait quoi? Et ben voilà.
Donc, on a HL c'est égal à 1 fois I, puis B est égal à M fois H, etc. Donc, le flux est égal à B fois S. Donc, on ne fait que répéter les expressions qu'on avait déjà établies. Puis, maintenant, vous voyez, pi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que NI, je peux dégager le produit NI de cette expression. Donc, j'aurai NI égale à quoi? C'est égal à L fois phi divisé par mu divisé par S. Alors, le L divisé par mu divisé par S, c'est lui qu'on appelle la réductance d'un circuit magnétique. C'est lui qui joue le rôle de la réductance ou bien de la résistance, en d'autres termes, du circuit magnétique. Alors ici, ça c'est ce qu'on appelle la formule ou bien la relation de Kinson. Donc voilà ce qu'on vient de dire. Donc la réductance d'un circuit magnétique, c'est égal à L sur mu fois S. Et bien sûr, on peut faire une analogie électrique. D'accord? On peut faire une analogie entre un circuit magnétique et un circuit électrique. Donc, dans un circuit électrique, donc, vous avez un générateur et une résistance. Circuit magnétique, la même chose. Vous avez un générateur et une réluctance. Le générateur ici, c'est I fois I. Donc, ça, c'est U est égal à R fois I. Alors, I ici, c'est le phi. Donc, voilà, à la place de I, on met quoi? On met le phi. Donc, c'est très simple. Donc, c'est une analogie qui marche très, très bien. D'accord? Donc, à la place de la tension, vous n'avez qu'à mettre une fois I. À la place du courant, vous mettez phi. Et à la place de R, vous mettez la réluctance. Et tout revient, en fait, vous pouvez maintenant appliquer les lois de Kirchhoff, vous pouvez appliquer toutes les lois de l'électricité, ça devient applicable aussi pour les circuits magnétiques. Vous voyez? Donc, un circuit magnétique, finalement, c'est un peu comme un circuit électrique. Il n'y a pas grande différence, à condition de remplacer chaque grandeur par son homologue dans les circuits magnétiques. Bien sûr, on peut aussi faire une association de réluctance, comme on le fait pour les résistances. On peut faire une association en série, on peut faire une association en parallèle. C'est d'ailleurs l'objet de ce paragraphe qu'on a ici. Donc là, par exemple, vous voyez, donc ça c'est un circuit magnétique. C'est un circuit magnétique. Donc ici, vous avez le générateur. Okay? Mais le circuit magnétique, il est formé de plusieurs matériaux de nature différente. D'accord? Les matériaux ici, on les a choisis de nature différente. Donc, de nature différente, ça veut dire avec des longueurs différentes, mais aussi avec surtout des perméabilités mu, c'est ce qu'on appelle la perméabilité magnétique, différente aussi. Donc, ici, par exemple, voilà, cette partie-là, c'est avec une réluctance R0. Vous avez une autre partie, c'est avec une réluctance R1. Et la troisième, c'est avec une réluctance R2. Donc, tout ça, c'est équivalent. C'est comme si vous branchez trois résistances en série. Les trois résistances, elles seront parcourues par le flux phi. Okay? Ici, vous avez le générateur. Par contre, ici, on a quoi? On a une première partie avec une réluctance R0. Vous avez une deuxième partie avec une réluctance R1 et une troisième avec une réluctance R2. Ici, remarquez que R1 et R2, ils sont branchés en parallèle. Ici, vous avez le générateur et là, vous avez R0. Vous voyez, on peut toujours faire cette analogie. Ça nous permet de faire… Donc, au lieu de travailler sur un circuit magnétique, on peut maintenant travailler avec un circuit électrique. Donc, c'est ça l'objectif de l'analogie. Et si je calcule le courant ici, c'est comme si tu as calculé le flux de l'autre côté. Donc, c'est ça. Donc, à la place de voilà, I, R0, donc ce qu'il faut écrire. Donc, ici, on ne met pas I, on met phi à la place. Donc, et à la place de U, on met I. Donc, c'est ça le travail. Donc, ça devient hyper facile avec ce type d'analogie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Bien sûr, dans le circuit magnétique, il y a ce qu'on appelle l'inductance. L'inductance. Donc, l'inductance est en régime linéaire la grandeur de proportionnalité existant entre le courant dans la bobine et le flux dit total intercepté par le bobinage, c'est-à-dire le flux total est égal à n fois phi. On écrit alors phi total est égal
n carré I est égal à L fois I. Donc, bref, alors ici, c'est vraiment quelque chose hyper intéressant. Pourquoi? Parce que cette notion d'inductance, c'est elle qui fait le lien direct, okay, qui fait le lien direct entre le courant qu'on a ici. Bon, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je vais vous montrer les grandeurs. Entre le courant que vous avez là, l'inductance, il fait le lien direct entre le I et le flux. En fait, et le flux total. Parce qu'apparemment ici, là, il ne s'agit pas du flux total. Là, il s'agit du flux à travers une seule spire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis de N ici, B fois S. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, ça va me permettre d'ignorer complètement ces deux grandeurs. D'accord? Donc, on fait le lien direct entre I et le flux total. Le flux total qui, rappelez-vous, c'est le flux à travers l'ensemble des spires du secondaire, qui n'est autre que, ce serait le flux qu'on a ici, fois le nombre de spires du secondaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le flux total. Donc, ou bien tout simplement, alors là, je vérifie ça. Voilà. L'inductance est en régime linéaire, la grandeur de proportion existant entre le courant dans le bobinage et le flux du total intercepté par le bobinage. En fait, ici, par le même bobinage. Ah, alors là, attention, donc, ce n'est pas le flux dans le secondaire. Non, ici, on donne le lien entre le courant qui traverse le primaire avec le flux dans le primaire, toujours dans le primaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons un n carré ici. Bon, je vais vous montrer. Vous le voyez? N carré, c'est-à-dire on utilise le primaire deux fois. Parce que dans une première fois, c'est lui qui est parcouru par le courant, et le flux, c'est encore à travers ce même enroulement. C'est pour ça que nous avons n fois n, ça fait n carré. Parce que dans le cas contraire, ça serait n1 fois n2. D'accord? Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. L'essentiel ici, c'est que, voilà, le flux total, c'est quoi? C'est n fois le flux qui traverse une seule spire. Et le flux qui traverse une seule spire, on peut le remplacer, rappelez-vous. Donc, voilà, vous l'avez ici. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer. C'est là qu'on va introduire la réluctance. Donc, voilà, voici. Vous avez le flux, c'est quoi? C'est I sur R. Et après, on peut remplacer R par L sur mu S. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient cette expression qu'on a ici. Donc, phi total est égal à n carré I sur R, la réluctance. Et tout ça, c'est le n carré sur R, je vais le noter L. Et c'est ce L-là qui fait le lien, comme vous le voyez, entre le flux total, donc le primaire, avec le courant dans le primaire, toujours dans le primaire. Magnifique. Alors maintenant, c'est bon. L'objectif, c'est de déterminer à quoi est égale cette inductance qui fait ce lien direct. Et bien, son expression, la voici. Donc, c'est égal à n carré sur R. Voilà quelque chose d'intéressant à retenir dans la leçon. Donc, c'est important. Ok, alors on va continuer. Circuit non linéaire. Alors, ça, c'est une partie normalement qu'on ne va pas aborder parce que ce n'est pas tellement intéressant pour nous en tant que personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le secteur du bâtiment. D'accord. Bien. Voilà. Par contre, ici, on arrive à un point, c'est très important. Donc, tout à l'heure, rappelez-vous, on avait fait le lien avec le N, avec l'inductance, on avait fait le lien entre le courant et quoi? Et le flux total qui traverse le primaire. Ça, c'est L. Hein, le lien entre le courant et le flux total qui traverse le primaire. Ici, on va introduire une relation
qu'on appelle la relation de Bouchereau. Et cette fois-ci, cette relation, elle va faire quoi? Elle va faire le lien entre la tension et le champ magnétique et l'induction dans le circuit magnétique. Donc l'essentiel ici, l'essentiel, pour que vous ne soyez pas, vous gardez un petit peu le bout du fil, c'est qu'on essaie toujours de trouver un lien, voyez-vous, entre les grandeurs électriques et les grandeurs magnétiques. C'est ça ce qu'on cherche à faire, hein, trouver un lien entre les grandeurs électriques et les grandeurs magnétiques. Donc, déjà, alors je vais revenir un petit peu ici pour vous montrer. Déjà, vous voyez, il y a R, c'est une grandeur qui fait déjà un lien. Hein? R, elle fait déjà le lien entre la grandeur électrique qui est le courant avec le flux qui est une grandeur magnétique. Donc, le premier lien, il est assuré par la réductance. Le deuxième lien, il sera assuré par l'inductance, qui fait le lien entre le courant et le flux total. Donc, la réductance, c'est le lien entre le courant et le flux à travers une seule spire. L'inductance, c'est entre le courant et le flux total dans le primaire. Maintenant, il y a la relation de Bouchereau qui va faire le lien entre la grandeur électrique qui est V avec l'induction magnétique qui est P. Donc, ok, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut comprendre en fait que à chaque fois, on essaie de faire un lien entre une grandeur électrique et une grandeur magnétique, parce qu'il y a la transformation, voyez-vous. Donc, on transforme l'énergie électrique en énergie magnétique. Donc, on a des grandeurs électriques et on a des grandeurs magnétiques. Donc, il faut les connecter donc, par l'intermédiaire d'un certain nombre de relations. Ici, c'est ce qu'on est en train de faire justement. Donc, la relation de Bouchereau, donc, après toute démonstration faite, donc c'est quelque chose qu'on va devoir en fait démontrer en détail dans le cours. Mais là, voilà, vous pouvez retenir cette expression qui est très importante. Donc, la valeur efficace ici, attention, donc, la valeur efficace de la tension, c'est égal à 4,44 N. N, c'est le nombre de spires du primaire fois l'induction maximale, le champ magnétique V, fois S. S, c'est la section du circuit magnétique. Hein, la section du circuit magnétique. Fois F. C'est quoi F? F, c'est la fréquence. Qui est dans notre cas, hein, dans le bâtiment, c'est égal à 50 Hz. C'est égal à 50 Hz. Très bien. Alors, matériau linéaire idéal, matériau réel et ses pertes. Très bien. Donc, ici, voilà. Donc, là, on est en train en fait, de montrer que tout n'est pas parfait. Bien sûr, donc, il y a des imperfections, à la fois dans les circuits électriques, il y a aussi des imperfections au niveau des circuits magnétiques. Comme il y a des imperfections dans les circuits électriques, il s'agit généralement, c'est des résistances qui font chuter la tension, qui font perdre de l'énergie électrique, d'accord, par épijoule. Ça, c'est des imperfections, d'accord. Ça, c'est ce qui fait chuter d'ailleurs le rendement des circuits électriques. Mais également, les circuits magnétiques, ils ont des imperfections. Il y a des fuites, il y a plein de choses qui fait que finalement, le rendement d'un transformateur, un transformateur ne peut jamais être parfait. Ne peut pas être parfait vu qu'il y a des imperfections un peu partout, que ce soit dans les deux circuits électriques ou dans le circuit magnétique qui fait la liaison entre ces deux circuits électriques. Okay. Bien. Alors, ces imperfections, donc, c'est là qu'on va parler de transformateurs réels. Donc, jusqu'à présent, comme on va le voir, dans un transformateur réel, on va comparer, en fait, on va faire la distinction. On va essayer de voir quelle est la différence entre ce qu'on appelle un transformateur parfait
ce qu'on dit parfait, donc c'est sans problème, sans imperfection, et transformateur réel qu'on utilise donc, dans la pratique. Très bien, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas devoir faire aujourd'hui, mais on va le garder pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc c'est là que j'arrive à la fin de cette capsule et on se verra, Inch'Allah, dans une séance prochaine pour finir le travail.